Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Guerre en Iran, un accord est-il vraiment imminent? Les États-Unis parlent d'un texte solide et disent attendre désormais la réponse de Téhéran, qui, vous allez le voir, tempère les ardeurs de l'administration Trump et en tout cas de cette volonté affichée de conclure très vite. Avec nous pour en parler, Agnès Levallois. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes président de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient, l'IREMO. Avec nous également, amiral Alain Koldefy, bonsoir. Soyez bienvenue sur TV5. Mon ancien inspecteur général des armées françaises. Agnès Levallois, on commence avec vous. Un accord se précise-t-il vraiment entre les États-Unis et l'Iran? À chaque fois, les observatrices et observateurs que vous êtes dites, bon, c'est peut-être la bonne, mais attention. Attention, oui, comme d'habitude, si je puis dire. Ce qu'on voit, c'est que Trump, plus sérieusement, Trump souhaite vraiment sortir de l'impasse dans laquelle il s'est mis lui-même, en déclenchant cette guerre avec Israël, que cette guerre dure beaucoup plus longtemps que ce qu'il avait prévu. Je rappelle qu'à l'origine, il parlait d'une excursion de quelques heures ou de quelques jours. On est loin de cette excursion. La Coupe du Monde de football arrive et je pense que pour les Américains, ce serait bien quand même d'être sortis de ce guêpier, de ce conflit avant ce rendez-vous, qui est un rendez-vous important pour tous les pays qui l'organisent. Très médiatisé, l'un des plus médiatisés au monde. C'est pour ça que je pense que ça joue aussi forcément. Et puis que la contestation quand même en interne aux États-Unis monte de plus en plus, même auprès de sa base, puisque justement cette guerre n'est pas simplement une petite excursion, mais se transforme en un conflit dans lequel les Américains, clairement, sont enlisés, même si ce n'est pas pour autant, et je ne dirais pas que l'Iran a gagné cette guerre, il ne s'agit pas du tout de dire ça, mais l'Iran, en tous les cas, est capable de tenir. L'Iran joue sur le temps, alors que Trump, lui, est beaucoup plus pressé. Donc, je pense qu'on se dirige vers un règlement de cette guerre. Est-ce que ça va être aussi rapide, ce que Trump a l'air de dire? Mais je rappelle les déclarations d'hier. Il dit en début de journée, ça y est, l'accord va être signé dans la journée. Et quelques heures après, il dit, ah mais non, mais j'ai donné comme ordre à mes négociateurs de ne pas aller trop vite. Et alors, j'en ai une nouvelle pour vous. J'en ai une nouvelle pour vous. L'amiral Alain Koldefy va réagir à cette déclaration. À Donald Trump, il dit que soit cet accord sera excellent et significatif, soit il n'y aura pas d'accord. Que faut-il comprendre? Il demande une reddition à l'Iran? Non, il comprend que Trump ne peut avoir qu'un accord extrêmement favorable pour lui, témoignant d'un succès considérable, etc., comme vous l'avez indiqué, alors s'est mis lui-même dans le corner, comme on dit, dans une impasse. Il ne peut s'en sortir que par la diplomatie actuellement, et que par un accord. Quand on négocie avec les Iraniens, c'est dans le temps long, et ce temps long profite aux Iraniens. Comme vous l'avez rappelé, je rajoute son anniversaire, c'est 80 ans, et surtout les 250e anniversaire de l'indépendance américaine, qui est un événement mondial. Donc, avant les midterms, bien sûr. Donc, il est dans le temps de la diplomatie. Il a échoué stratégiquement, on le dit, parce que les objectifs, détruire le régime des mollahs, récupérer les 450 kilos d'uranium enrichi, détruire les bases de lancement de missiles intercontinentaux, bof. Alors, il y a eu une forte attrition, parce que l'armée américaine est surpuissante. Mais ce n'est pas un combat d'armée contre armée. Si c'était un combat d'armée contre armée, Schwarzkopf, en Irak, en 3 jours, a lessivé l'armée irakienne. C'était un combat d'armée contre armée. C'est un combat que les militaires, moi je suis ancien numéro 2 des armées, commandé porte-avions, forces aéronavales, etc., je connais bien le Pentagone, les militaires ont besoin d'objectifs politiques précis. Et quand les objectifs politiques sont précis, ils peuvent proposer aux dirigeants des solutions militaires. Et le chef de l'État choisit parmi ces solutions combien ça coûte, combien de temps ça va coûter, quelles sont les pertes, etc. Voilà. Et le chef de l'État choisit. Et ils se sont lancés là-dedans en ciblant d'horizon. Ils auraient, je veux dire, atteint un nombre incroyable de cibles, 13 000, 15 000 peut-être, le chiffre n'est pas bien donné, mais ça n'a pas mis à genoux la puissance Non, parce que le patron de CENTCOM, l'amiral Cooper, qui commande toutes les opérations, ne savait pas très bien. Il a demandé des renforts à la 92e Airborne, il a fait venir 3 groupes amphibies de marine, on ne sait pas très bien pourquoi faire. En tout cas, c'est intéressant de voir effectivement ce parallèle entre la puissance militaire et l'objectif politique dont on ne voit toujours pas vraiment la clarté. Alors, il y a quand même une information importante, parce que dire de quoi parle-t-on? Du détroit d'Ormuz, beaucoup, de la libre navigation. Il y a un double blocus iranien puis américain. On parle aussi du nucléaire iranien, vous venez de l'évoquer. C'est un sujet qui dure depuis des dizaines d'années. Et il y a autre chose ce soir, Agnès Levallois. Donald Trump demande la signature des accords d'Abraham, c'est-à-dire avec Israël, de la part de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour signer ce plan de paix avec l'Iran. Alors là, on a besoin de votre éclairage.
Écoutez, Trump est dans une fuite en avant, puisque aujourd'hui, la question essentielle pour Trump, c'est la question du détroit d'Ormuz. Question qui n'existait pas avant que les Israéliens et les Américains lancent cette guerre. Le détroit d'Ormuz était géré selon les règles internationales, acceptées par tout le monde. Et là, il se retrouve avec un problème majeur sur les bras. Et on parle d'ailleurs pour l'accord beaucoup plus du détroit d'Ormuz que de la question du nucléaire, qui normalement a été mise sur le devant de la scène lorsque la guerre a été déclenchée. Et donc ce petit détour pour dire pourquoi cette exigence maintenant de la part de Trump que l'Arabie Saoudite et le Qatar signent ces accords, parce que ce sont des pays qui sont aussi déstabilisés évidemment par cette guerre. Alors rappelons tout de même les accords d'Abraham, ce sont des accords de normalisation avec Israël, signés notamment par le Maroc, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Soudan. Ce sont les 4 pays. Et l'Arabie Saoudite, les Américains, Trump, lors de son premier mandat, avait exercé beaucoup de pression sur l'Arabie Saoudite pour que les Saoudiens signent cet accord. Et les Saoudiens hésitaient parce que cet accord est très, très impopulaire en Arabie Saoudite. Donc le prince héritier n'a pas voulu les signer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'étais en Arabie Saoudite il n'y a pas très longtemps. Il est hors de question pour les Saoudiens, dans le contexte actuel, de signer ces accords de normalisation, parce que la population est vraiment vent debout contre cette hypothèse en raison de ce qui se passe dans la bande de Gaza et aussi, maintenant, évidemment, ce qui se passe en Iran, mais beaucoup plus en raison de ce qui se passe dans la bande de Gaza, la violence des bombardements qui continuent tous les jours par Israël dans la bande de Gaza. Mais on voit bien que là, les Américains, enfin Trump en tous les cas, essayent de rallier l'Arabie Saoudite et le Qatar pour montrer qu'il a obtenu un succès. Trump a besoin d'avoir un succès, de montrer qu'il avait une vraie stratégie, alors qu'on vient de le dire, sa stratégie manque quand même de clarté. Ouais. Et s'il arrive à dire l'Arabie, qui est le gros morceau des pays du Golfe, et le Qatar signent ces accords, ça permet de dire à Trump, vous voyez, il y a eu un effet positif, j'ai obtenu cela. D'autant plus, et j'en finis sur ce point, que l'Arabie Saoudite, le Qatar, sont en alliance aujourd'hui avec le Pakistan et la Turquie contre justement cette alliance défendue par Israël et les États-Unis. Et donc là aussi, Trump se rend compte que l'Arabie Saoudite essaye d'avoir sa propre autonomie, même si l'Arabie reste très dépendante pour sa sécurité des États-Unis, mais essaye de se sortir un peu de cette alliance. Et donc, je pense que c'est la raison pour laquelle Trump essaye de ramener l'Arabie Saoudite dans son giron. Ouais, une réaction peut-être, ce sont 2 pays qui ont été exposés, qui payent le prix de cette guerre sur le plan militaire. En fait, ça les exposerait sans doute davantage. On a du mal à comprendre la logique de l'administration Trump. Oui, je vais me permettre de revenir sur le détroit d'Ormuz, car les Français doivent savoir que depuis la guerre du Kippour, donc depuis 1974, en fait, la marine française est déployée pour protéger les trafics français. Depuis ça fait 52 ans, aucun bateau payant français n'a été attaqué. Et ce détroit a été toujours un point sensible, et en particulier pendant la guerre Iran-Irak, où c'est là où on a trouvé des mines dans le golfe Persique, même des mines dans le détroit d'Ormuz. Moi, je connais une frégate de défense aérienne qui était là. Le porte-avions Clémenceau, que j'ai aussi commandé après, est resté 14 mois. On s'esbaudit du fait qu'un porte-avions américain reste 300 jours. Nous, on est resté 14 mois pour, contrôler la situation, ce que pourrait faire un peu le groupe du Charles de Gaulle avec une flotte européenne, alors qu'on n'était pas en guerre contre l'Iran. L'Iran était en guerre contre l'Irak, mais l'Iran avait des batteries de missiles, menacé de fermer le détroit d'Ormuz, etc., etc. Donc ça a toujours été une zone très sensible. Il y a 2-3 zones très sensibles, il y a 12 détroits, etc. Il y a ça, et le détroit de Malacca, parce que le trafic qui va vers la Chine, de l'Iran, passe par le détroit d'Ormuz et le détroit de Malacca. Le détroit de Malacca, 80 000 bateaux par an. Et c'est un détroit pour lequel on a aidé l'Indonésie en particulier à sécuriser ce détroit. Comme vous êtes vraiment un militaire et un amiral, ce qu'on aimerait comprendre, c'est que s'il y a un accord qui est signé, mettons, voilà, ce soir on apprend qu'il y a un accord. Oui. Qu'est-ce qui permet de dire à l'Iran, parce que l'Iran parle beaucoup du nucléaire et du détroit d'Ormuz, mais l'Iran dit, mais si nous on signe, qu'est-ce qui dit qu'on ne va pas être attaqué comme la guerre des 12 jours l'an dernier? Rien. Aucune garantie avec Donald Trump. Il n'y a jamais aucune garantie. Il faut qu'il y ait une garantie quand il y a confiance. Il n'y a pas de confiance, il n'y a aucune confiance entre les Iraniens. Mais s'il n'y a pas de confiance, en fait, il faudrait peut-être quelque chose qui s'appelle l'ONU. Oui, mais on sait très bien que l'ONU est absolument incapable. Et avec un Trump, je rappelle quand même que Trump a essayé de mettre sur pied une organisation bis de l'ONU, qui est son fameux Conseil de la paix pour Gaza, et qui très vite a eu une ambition qui allait au-delà de la question de Gaza. Mais là, on a le pays qui a attaqué un autre pays qui demande d'accepter un accord. C'est jamais vu, c'est rare. Les Iraniens ne peuvent pas faire confiance dans le contexte actuel à Trump, qui a déchiré l'accord de JCPOA
le JCPOA qui avait été signé en 2015, qui a été déchiré par Trump en 2018, alors que cet accord, pour justement limiter les ambitions nucléaires de l'Iran, était respecté par l'Iran, que l'année dernière, il y a des négociations en juin 2025, et au moment des négociations qui avancent, Israël attaque l'Iran, et là, en février, ce qui est frappant, c'est que les négociations avancées, les responsables omanais qui étaient en charge de la médiation disent clairement qu'une proposition sérieuse était sur la table. Et à ce moment-là, les Américains décident de bombarder avec Israël. Donc évidemment qu'on peut comprendre que les Iraniens soient quand même un peu hésitants à signer avec un Trump dont ils savent qu'il ne respecte absolument pas sa parole. C'est-à-dire, il y a des craintes aujourd'hui. D'autant plus que les renseignements militaires, pardon, M. Vallon, mais les renseignements militaires, vous parliez tout à l'heure d'écoute du politique, du militaire, les renseignements militaires américains, la plupart, je crois que 17 agences disent, en tout cas à l'époque de 2015, et plus récemment la CIA, qu'il n'y avait pas de risque imminent que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Non. Mais, alors c'est quoi cette guerre ? Je rappelle qu'ils ont déclenché la première guerre d'Irak, alors que la mission de l'ONU, qui s'appelait MONUC à l'époque, avait déterminé, avec des spécialistes français, que Saddam Hussein n'avait plus d'armes nucléaires et plus d'armes chimiques. Le biologique, c'est impossible. Comme ils voulaient à tout prix frapper l'Irak, ils ont mis fin à la mission de l'ONU et ils ont menti, effrontément, bien sûr, et on est parti en Irak. Donc, les Iraniens n'ont pas oublié, parce que tout ça, c'est dans la même zone. Et le mensonge américain, c'est dommage, on est dans le même camp, mais le mensonge américain, ça fait partie de la politique étrangère américaine, sous Bush comme sous Trump, et peut-être un peu sous Obama aussi. Après, que répondez-vous aussi à ceux qui disent que les Iraniens ne tiennent pas parole ? Vous le disiez tout à l'heure, qu'ils prolongent les négociations éternellement pour gagner du temps et pour s'armer. Parce que le jour où ils obtiennent l'arme nucléaire, forcément, c'est plié. Mais je rappelle, en 2015, et pendant 3 ans, ils ont respecté l'accord. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cet argument qui est mis en avant en disant les Iraniens ne sont pas fiables, ils mentent. Pour l'instant, moi, je vois plutôt les Américains mentir sur tout ce que l'on vient de regarder, si on prend simplement les faits. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut être naïf dans la négociation avec les Iraniens, mais les Iraniens savent négocier, ils ont une diplomatie ancienne et tout à fait compétente, et donc eux, ils ont bien compris les faiblesses justement du côté américain, et ils exploitent ces faiblesses. C'est pas pour autant qu'ils mentent, mais ils exploitent les failles de l'adversaire, et c'est, j'allais dire, de bonne guerre quand on négocie avec quelqu'un. Alors ce serait quoi le bon accord pour l'Iran ? Tiens, on va inverser un peu le prisme. Le bon accord pour l'Iran, c'est quoi ? Le bon accord pour l'Iran, c'est d'être sûr que les Américains ne vont pas les refrapper sous un prétexte fallacieux, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Mais comment obtenir une certitude de la part de l'Amérique, on vient de le dire, c'est absolument difficile. Et c'est du coup éventuellement obtenir la garantie qu'ils peuvent avoir accès au nucléaire civil. Il s'agit bien de faire la différence entre le civil et le militaire, sous garantie de l'AIEA, comme c'était le cas quand même avant la rupture. Et la levée des sanctions. Alors, ça, c'est le point essentiel pour les Iraniens, et je pense que c'est là-dessus que les Américains essayent de négocier, c'est que c'est vital pour le régime, pour le maintien du régime au pouvoir. C'est ça, je pense, le point important. Il faut la levée des sanctions, parce que l'économie iranienne est asphyxiée, que les Iraniens n'en peuvent plus, et si ce régime veut espérer se maintenir, il faut qu'ils puissent dire aux Iraniens, voyez, on a obtenu la levée des sanctions, et donc la vie va s'améliorer. Si les Iraniens, si le pouvoir n'obtient pas ça, à ce moment-là, je pense que les jours de ce pouvoir sont quand même comptés. Alors, je ne parle pas de semaines, mais de mois éventuellement. Et donc ça, c'est un enjeu majeur pour les Iraniens. Bon an, mal an, donc cette guerre, elle a commencé le 28 février. Ça fait quasiment 3 mois. S'il n'y a pas d'accord, est-ce qu'il peut y avoir reprise des hostilités ? Dans quelle mesure ? Il y a quand même une force de frappe assez phénoménale de l'armée américaine et de l'armée israélienne sur l'Iran, qui a pris des coups, qui tient, comme vous le dites. Ça pourrait être quoi ? Est-ce que ça peut... Alors, le mot escalade est galvaudé, mais ça pourrait être quoi ensuite, quoi ? C'est difficile à dire. Les Américains ont les moyens de frapper très très fort. Ils ont 3 groupes de porte-avions. Ils ont des bombardiers qui sont en Europe actuellement, qui ont un long rayon d'action. Ils ne mettront pas un soldat à terre, ça c'est à peu près sûr. Mais alors pourquoi avoir amassé des troupes à un moment donné pour... Non, alors d'abord, il peut y avoir un peu de déception au sens anglais du terme. Comme cette bonne guerre en temps de guerre. Et puis aussi, comme je le disais tout à l'heure, le fait de ne pas trop savoir quels sont les objectifs du président. Quand on est l'adjoint militaire du président, il faut connaître les objectifs politiques du président. Moi, je reviens sur la levée des sanctions. Je pense que Trump ne perdra pas la face s'il lève un petit peu les sanctions. Il perdra la face si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, etc. Mais sur la levée des sanctions qui pourrait être considérée qui sera considérée par l'Iran comme le sauvetage du régime, on n'a pas dit des Iraniens, je suis à 100% d'accord avec vous. Là, je pense alors là, c'est mon avis, je pense qu'il
peu relâché. Mais il est assez imprévisible, il a des échéances très courtes et on voit bien comme il n'écoute pas son entourage. Et y compris sa base MAGA, Make America Great Again, parmi ses plus fidèles, il se dit que ce n'était pas une guerre des États-Unis, mais une guerre d'Israël. Pourquoi Trump s'est-il laissé embarquer dans ce conflit? On sait que le Premier ministre israélien Ben Netanyahou, depuis des dizaines d'années, veut en découdre parce qu'il dit que l'Iran veut absolument avoir l'arme nucléaire. Qu'en est-il? Est-ce que, d'un point de vue académique, universitaire, on peut dire que cette guerre, elle est plus une guerre israélienne qu'américaine? Je crois que c'est quand même une guerre vraiment américaine, alors qui a été largement incitée par Netanyahou. Vous l'avez rappelé, c'est une obsession depuis 30 ans de Netanyahou de défaire le programme nucléaire iranien. Je rappelle quand même qu'à la fin de la guerre des 12 jours, en juin 2025, les Américains et les Israéliens avaient dit qu'il n'y avait plus de danger nucléaire. Ouais. Et à peine un an après, on nous déclare que c'est à nouveau un danger. Donc oui, bien sûr, Netanyahou a joué un rôle important, mais Trump, je pense, a espéré avoir une victoire fulgurante et pour montrer qu'il était comme d'habitude le plus fort, celui qui était capable d'obtenir quelque chose. Mais derrière, l'objectif, c'est quoi? C'est la plus grande puissance régionale, on peut le dire, sous votre contrôle, l'Iran, actuellement? Aujourd'hui, oui, c'est une grande puissance parce que c'est un pays qui a une armée absolument avec une vraie compétence. Donc l'idée, c'est quoi? C'est une sorte de remodelage, comme on l'entend parfois du Proche du Moyen-Orient? Oui, il y a une volonté. Netanyahou est en train de mettre en place ce nouveau Moyen-Orient par la force. C'est pour ça que je ne suis pas convaincue que ça puisse durer. Mais on voit bien que pour Netanyahou, aujourd'hui, il veut tirer un trait sur les Palestiniens. Il veut signer les accords d'Abraham sur le Liban. Il occupe une partie de la Syrie. Il attaque l'Iran. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, dans toute cette région. Et tous les pays dont je viens de parler doivent vraiment se plier à mes exigences au nom de la sécurité d'Israël, ce qui, à mon avis, ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais c'est quand même ça l'objectif. Et donc, dans cette logique, effectivement, Trump exige de l'Arabie Saoudite et du Qatar de rejoindre les accords d'Abraham, puisque c'était ces accords qui avaient été présentés à l'époque comme étant la grande réussite de Trump dans la région, alors que moi je pense que ce sont ces accords qui ont conduit au massacre du 7 octobre. Ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion. Amiral Alain Coldefi, je vous pose la question, puisqu'on l'appelle la Grande Muette en France, mais vous n'y êtes plus. Est-ce que la France, selon vous, elle a une participation politique, diplomatique, militaire, à la mesure de ce qu'elle est et de ce qu'elle doit être dans cette région du monde? Ou est-ce que vous trouvez aussi la politique française pas très claire? La France est tout à fait à son rang. Elle est leader en Europe avec la Grande-Bretagne, comme toujours, parce que dès qu'on parle de choses militaires, il y a deux pays qui comptent, la France et le Royaume-Uni. Vous parlez de la marine? Non, pas du tout. D'accord. Non, moi je suis interarmée. Non, okay. Je parle des armées dans l'ensemble, des systèmes de défense, c'est-à-dire les deux armées qui comptent. L'arme nucléaire? L'arme nucléaire, même si l'arme nucléaire britannique est entre les mains américaines, mais en termes de fonctionnement, d'expérience, en deux pays qui n'ont pas arrêté de faire la guerre depuis 1945, qui ont eu des colonies ou des empires, on en parle ce qu'on veut. Mais Donald Trump se sent trahi que la France, justement le Royaume-Uni, ne l'ait pas suivi davantage dans ce conflit. Ils ont raison? Les Américains on est dans l'Alliance Atlantique, c'est une alliance défensive, faite pour protéger les pays de l'OTAN contre l'agression russe. Il s'est trouvé qu'à la fin de la guerre froide, cette coalition qui élaborait les missions a un petit peu changé de paradigme, puisque dans les aventures, entre guillemets, c'est la mission qui a forgé la coalition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette affaire, les Français et les Anglais, qui seront sans doute à la barre pour, sécuriser le détroit d'Ormuz, etc., sont les deux alliés qui comptent. Je ne vais pas m'étendre sur les autres pays, mais il y a des tas de raisons qui font qu'il n'y a que nous. D'ailleurs, quand vous avez vu cette coalition des volontaires, vous avez vu les deux chefs d'état-major des armées britanniques et français, avec le Premier ministre britannique et le président de la République français. Donc la France est à sa place, elle a des accords de défense avec trois pays à l'intérieur du Golfe. On parle beaucoup de ceux des Émirats arabes unis, c'est la raison pour laquelle il y a un état-major avec des forces permanentes, terre, air et mer, et on a adopté, et c'est le discours du président de la République, une attitude défensive. C'est-à-dire qu'on est là pour protéger des gens avec qui on a signé un traité de défense. Donc là, tout ça, c'est très, très cohérent. C'est-à-dire que nos rafales qui sont aux Émirats arabes unis ne vont pas bombarder l'Iran. En revanche, ils ont tiré sur les drones qui allaient sur les Émirats arabes unis. Voilà. Merci. Et donc, on est dans cette configuration. Et pour répondre sur le fond à votre question, je pense que la France est
le leader, entre guillemets, il ne faut pas vanner, mais le leader de ce qui pourrait être une coalition européenne et qui pourrait être, j'allais dire, l'outil de garantie de la sécurité du détroit d'Ormuz. Ça, c'est déjà fait dans le passé, hein, et au même endroit. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, amiral Alain Coldefeuille. Merci beaucoup, Agnès Levallois, pour vos éclairages respectifs ce soir.